Chers auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir. Nous sommes vendredi soir. Vous êtes donc à l'écoute de l'émission francophone de Radio Bandiera Nera, diffusée par ailleurs par notre camarade Alain de Québeca Liberata. Jean-Louis Ormegas à la barre. Donc ce soir, une émission, comme vous l'avez vu sur notre petite affichette, notre petit flyer, qui va porter essentiellement sur la question de la puissance. À la fois comme concept, mais aussi comme réalité, hein, et en ce qui concerne notre pays, bien évidemment. Et pour ce faire, deux invités, qui ont des profils relativement différents. L'un que vous connaissez déjà, donc je commence par lui, c'est Pierre Stader. Bonsoir aux auditeurs. Et l'autre, Christian Arbulot, que nous recevons pour la première fois et avec très grand plaisir. Bonsoir. Alors, Monsieur Arbulot, on peut commencer par vous, on va commencer par vous cuisiner. Donc c'est évidemment pas du tout le sujet de ce soir, puisque je le disais, donc on va essentiellement parler de la puissance et de l'intelligence économique, mais évidemment, de par votre profil, vous allez quand même vous offrir un certain atypisme qui ne peut que nous plaire, parce que nous avons déjà reçu des profils qui peuvent être similaires aux vôtres en termes d'itinéraire politique. En termes de changement, de point de vue sur le monde tel qu'il va. Et donc, je pense que ça vaut le coup de revenir quand même un petit peu sur ce profil, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même une quarantaine d'années, vous n'aviez pas exactement le même point de vue sur les choses. Enfin, en même temps, vous allez nous le dire. Peut-être que finalement, si, en un sens, et que c'est juste aussi la société qui a changé. Alors, il y a 40 ans, à peu près, je crois que je faisais partie d'une masse de jeunes, parce que je n'étais pas tout seul en histoire, qui ressentaient un profond malaise. Et le malaise, en fait, à l'époque, c'était pas vraiment un malaise politique au départ. C'est surtout un malaise par rapport à ce que déjà la société de consommation était en train de devenir. C'est-à-dire que derrière la société de consommation qui déjà pointait le bout de son nez au cours des années 60 et surtout au début des années 70, on sentait bien que au-delà du problème de s'acheter des choses diverses et variées, il n'y avait pas beaucoup de vie, pas beaucoup de futur. Et ça, c'était le premier élément du malaise. Le deuxième élément du malaise, c'était par rapport au monde politique. Beaucoup plus tard, j'ai compris en fait pourquoi un homme comme De Gaulle n'avait jamais réussi à parler à la jeunesse, en découvrant qu'un jour, au début de sa nouvelle vie politique dans la Ve République, il avait visité l'école normale supérieure de Dulme et que les étudiants présents, qui étaient tous soit communistes, soit déjà en train de devenir de futurs gauchistes, lui avaient fait un accueil très froid, avait refusé de lui serrer la main et ça l'avait glacé, c'est le cas de le dire. Et ça avait eu, selon Perfide, dans ses mémoires, c'est lui qui parle, une mauvaise suite. Alors, c'est important ce petit détail, pourquoi ? Parce que si De Gaulle avait su parler à la jeunesse, par rapport à ce qu'il faisait, notamment par rapport à ce qu'il analysait de la vie politique internationale, voire d'un pays comme les États-Unis, je suis pas sûr que ça n'aurait pas changé un certain nombre de choses. Mais il n'a jamais su parler à la jeunesse. Et je me souviens à l'époque, dans les années 70, il y avait un mouvement qui s'appelait l'Union des jeunes pour le progrès, l'UJP, et qui était théoriquement la jeunesse gaulliste, mais qui était un mouvement de lycéens et d'étudiants qui suivait, je dirais, qu'un cas, les aînés, sans faire ressortir une quelconque démarche au niveau de la réflexion, etc. Ça, c'est le deuxième problème. Donc, frustration et surtout désarroi par rapport à une société en train de se construire qui n'a pas vraiment d'avenir. Un monde politique dont on cerne très mal les contradictions. Si j'avais compris, par exemple, que De Gaulle avait une vraie vision par rapport aux États-Unis, comme je l'ai compris bien plus tard, ça m'aurait intéressé. Je note au passage, c'est anecdotique, mais pas tant que ça, finalement, qu'en 65, il y a un groupe maoïste, marxiste-léniniste, qui appelle à voter pour De Gaulle. Ça semblait bizarre. Mais bref,
pas d'avenir non plus du côté du politique. Alors certainement pas du côté de l'union de la, pas de l'union de la gauche, ça n'existait pas encore, mais de ce qu'était la gauche. Le Parti communiste, non, parce qu'il était le symbole de ce que je ne pouvais pas, moi, voir comme quelque chose de bien, c'est-à-dire c'est le bilan de l'Union soviétique, c'est la trahison par rapport à l'engagement, à l'éthique du combat, c'est une formule terrible, hein, c'est-à-dire qu'Hitler n'a jamais livré de SS à l'ennemi, si je prends cette image-là, et Staline, il a livré plusieurs centaines de communistes allemands réfugiés en URSS à l'ennemi, et la plupart ont été décimés dans les camps de concentration. Donc, la gauche, c'était quoi ? Ça ne pouvait plus être le Parti communiste, rien que sur des points essentiels. C'est quoi l'engagement ? Ça ne pouvait pas être non plus la FGDS, ce que représentait Mitterrand. Alors pourquoi ça ne pouvait pas être la FGDS ? Parce qu'on l'a un peu oublié, mais Mitterrand a quand même réussi cette extraordinaire opération d'organiser contre lui un faux attentat, alors qu'il était sur le déclin politique total, et que c'est passé comme une lettre à la poste finalement. C'est-à-dire que, alors, au moment où ça a eu lieu, il était presque mort politiquement, et puis il y a eu cette fameuse intervention de Michel Debré à l'Assemblée nationale qui l'a ressuscité, parce que Debré a voulu porter le coup de grâce. En fait, il lui a donné un super coup de main en agissant ainsi. Il l'a diabolisé, il en a fait une victime. Donc Mitterrand, comme leader de la gauche, vu ce qu'il avait fait, notamment durant la guerre, c'était compliqué. Donc le monde politique, alors je pourrais dire, est à droite. Et à droite, ce qui m'intéressait aurait pu être ce que De Gaulle portait comme discours stratégique. On va revenir sur la puissance. Et puis au-delà de De Gaulle, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait ce qui restait du vase de Soissons brisé de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire un monde quand même très tourmenté, très cassé en mille morceaux, et qui avait bien du mal à prendre ses repères par rapport à tout ce qui avait précédé les années 70. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Puis le troisième aspect, c'est la petite vie d'un type comme moi, parmi beaucoup d'autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire de mon existence ? Et alors, pourquoi un engagement politique ? Parce que je ne pouvais pas admettre de devenir un gentil petit cadre dynamique et construire ma vie comme ça. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Je vivais en essayant d'être lucide, en essayant de me tourner vers les autres. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un individualiste. Le mot collectif, ça avait un sens. Et le problème, c'est que ce que j'ai rencontré très vite, c'est des milieux qui essayaient de vivre un peu autrement, non pas le futur, parce qu'il n'y en avait pas, mais le quotidien. Et c'est comme ça que je me suis engagé politiquement. Et je me suis engagé politiquement parce que pas une seconde, je m'étais imaginé qu'on allait pouvoir faire la révolution. C'était pas le problème. Mais parce que au niveau du quotidien, je ne voyais pas quoi vivre d'autre. Et quand j'ai commencé des études supérieures, j'ai fait des études supérieures pour une raison très simple. C'est que mes parents, ils venaient pas d'un milieu très riche, ils venaient d'un milieu modeste. Mon père a commencé à travailler à 13 ans. Et ma mère était une femme de l'immigration italienne, donc qui servait dans un restaurant. Donc bon, c'était pas la haute bourgeoisie, comme on peut dire. Et ces gens-là avaient voulu que leurs 2 enfants fassent des études. Donc par respect, j'ai fait des études. Mais en faisant des études, j'ai vu où je mettais les pieds. C'est-à-dire qu'en me retrouvant au Centre universitaire d'études politiques à Nancy, je me suis retrouvé dans un milieu où il y avait des gens pas antipathiques, mais qui étaient, eux, déjà en train de monter dans le train de la réussite sociale. C'est là où j'ai croisé Ségolène Royal, d'ailleurs. Et j'avais quand même l'impression qu'il y avait un océan, pour ne pas dire plus, entre ce que eux étaient en train de vivre
et ce que moi je constatais en marchant à côté de leur train, pour faire simple. Donc, il fallait que j'arrive à vivre, tout simplement, et c'est ça, le début de mon engagement. Alors, pourquoi les maoïstes ? Oui, parce que les chapelles, à ce moment-là, sont quand même excessivement nombreuses, hein, entre toute la mouvance libertaire ou anarchiste de l'époque, avec des figures comme Cohn-Bendit, toute la mouvance maoïste, en effet, c'était quand même le choix devait être cornélien. Alors, le maoïsme, en fait, c'est surtout celui de la gauche prolétarienne. Finalement, c'est pas un hasard. D'abord parce que c'est peut-être le groupe gauchiste qui vraiment s'est affronté au Parti communiste. Et qui s'est affronté au Parti communiste, alors peut-être pas en mettant en avant ce que j'ai dit tout à l'heure, mais globalement, il y avait une espèce de haine rentrée contre le fait d'avoir massacré un idéal. Je pense qu'on peut résumer ça à cette formule. Et là, on était loin des théories d'Althusser, d'une certaine intelligentsia parisienne, etc. C'est massacrer un idéal, c'est terrible. C'est terrible dans l'histoire humaine, j'ai envie de dire. C'est pas qu'un effet littéraire. Donc, ce groupe, effectivement, très vite s'est affronté au PC, parce que quand les établis, ce qu'on appelait les établis, ceux qui allaient en usine, étaient très vite dénoncés par le PC ou par la CGT, donc licenciés, etc. Donc, bien entendu, ils ne se sont pas laissés faire. Ça a créé des affrontements physiques assez rapides. Et il y a eu un vrai rapport de force. Ça, c'est un point de repère qui n'est pas négligeable. L'autre point de repère, c'est que j'ai eu, alors la chance ou la malchance, je ne sais pas comment appeler ça, je dirais plutôt de la chance, à Nancy, de tomber sur un groupe de militants qui étaient tous sauf des fanatiques, tous sauf des idéologues, qui étaient des gens comme j'aspirais de rencontrer. C'est-à-dire des militants qui n'avaient pas la grosse tête, qui étaient plutôt sympas, qui n'étaient pas militaristes dans leur tête non plus, qui vivaient dans la banlieue de Nancy, qui bossaient à l'usine, etc. Et je me suis finalement trouvé bien. Pourquoi ? Parce que ça me réconciliait avec une certaine forme de vie sociale, à leur contact. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'à l'époque, on l'a oublié, mais ceux qui commençaient à mal ressentir les choses, c'est pas qu'ils tournaient mal, c'est qu'ils pouvaient très vite arrêter, tout simplement, le compteur. Et c'est pas un hasard si après, il y a eu pas mal de suicidés dans toutes ces histoires. Donc, un environnement humain qui m'a plu, qui était très très différent de ce que j'ai pu lire après dans le bouquin d'Amon et Rothman sur le gauchisme. Si j'avais lu ces livres-là avant de m'engager, jamais je me serais engagé. Ça me donnait plutôt la nausée. Mais là, non, j'étais bien. Et même si certaines personnes que j'ai croisées à ce moment-là ont évolué d'une certaine manière, ont un peu grimpé de nouveau dans le train, sont un peu devenus les caricatures sociales de ce qu'ils étaient dans leur jeunesse, où là ils n'étaient pas des caricatures. Il n'empêche que c'est un passage de ma vie que je veux pas effacer, parce que c'est quand même bien agréable de se sentir en vie dans un milieu humain qui ne donne pas envie de prendre la fuite ou de courir, quoi. Est-ce que du coup, de ce point de vue-là, est-ce que le film de Goupil, alors Goupil qui clairement pour nous par rapport à tout ce qu'il écrit, etc., est quand même devenu un petit peu l'antithèse de ce qu'on peut penser ou espérer aujourd'hui d'un intellectuel français. Enfin, intellectuel, il est cinéaste, mais bon. Est-ce que du coup, mourir à 30 ans, ça vous semble refléter l'atmosphère d'une partie des militants de l'époque? Je sais pas, je pense que vous l'avez vu. Oui, j'ai vu. Et donc, est-ce que ça vous paraît juste par rapport à l'ambiance et par rapport à ce que vous pouviez ressortir à l'époque? Puis l'autre question, elle est... Bon, j'ai déjà lu pas mal de choses de ce côté-là, et en particulier des écrits de Jean-Pierre Duteuil. Je sais pas si le nom vous dit quelque chose, c'était quelqu'un qui était sur Nanterre. Et Duteuil avait écrit quelque chose sur le fait que tous les Serge July et compagnie, finalement, c'est pas qu'ils s'étaient rangés, c'est pas qu'ils s'étaient fait refait une virginité, c'est juste que ces gens-là étaient devenus
après en fait leur période militante, ce qu'ils seraient de toute façon toujours devenus. C'est-à-dire qu'à un moment, finalement, le militantisme ne les a pas changés. Ils se sont fait plaisir à une époque, et en un sens, tant mieux, mais que finalement, ça ne peut pas refléter ce qu'on peut dire justement de ce militantisme et de cet engagement de toute cette tranche d'âge-là, de toute cette partie de la jeunesse qui s'est engagée dans des mouvements révolutionnaires, alors d'extrême gauche, mais des mouvements révolutionnaires en général quand même à cette époque. Alors, ce que vous dites sur le film, d'abord, je parle du film Mourir à 30 ans, je pense qu'il reflète assez bien une ambiance de lycéen parisien qui va s'engouffrer dans la brèche de 68 et vivre dans un monde assez particulier. Moi, j'étais pas à Paris. Et ce que j'ai pu vivre de très loin, parce qu'en 68, j'étais en 3e, donc j'étais à côté de la plaque, comme on dit. Mais quand j'ai commencé petit à petit à rentrer dans cette dynamique-là, je pense que je ne l'ai pas vécu de la même manière, parce qu'en province, c'était... on n'était pas dans un beau décor parisien. Les choses étaient plus simples. Et donc, je pense qu'il y avait plus de vérité, en fait, dans le rapport entre les gens. On ne pouvait pas se mentir, on ne pouvait pas s'inventer des histoires, on ne pouvait pas passer notre temps dans de l'agitation quotidienne à Paris, soit près de Maspero, sur le boulevard Saint-Michel ou ailleurs. On était face à une sorte de vide existentiel, c'est-à-dire la ville de Nancy, c'est pas une ville révolutionnaire en 71, 72, loin de là. Et ce qui restait de la ceinture ouvrière, c'était pas non plus le berceau de la Révolution française. Donc, je pense que c'est là où il y a une grande différence. Et on le voit bien dans le personnage qui va être central dans le film de Goupil, c'est-à-dire ce fameux dirigeant du service d'ordre de la Ligue communiste qui va finir par se suicider parce que ce type-là était visiblement attiré par une démarche... je ne vais pas dire de lutte armée, mais enfin, il en était... Ah, pas loin quand même. Il en était pas loin. La manifestation, la fameuse manifestation contre la mutualité et le meeting d'ordre nouveau, le 21 juin 73, si j'ai bonne mémoire, c'est la manifestation mythique où il y a jamais eu autant de militants casqués, armés de barres de fer dans une manif gauchiste. Et c'est vrai qu'elle était assez offensive. Mais en même temps, c'était toute la caricature, c'est-à-dire elle était offensive sans l'être. Et je pense que celui qui s'est suicidé l'a bien senti, et il l'a d'autant plus senti que quelques jours après, le gouvernement a dissous la Ligue communiste, et je pense qu'on l'a accusé d'avoir engouffré son organisation dans une voie sans issue. Mais c'est là où il ne faut pas se tromper sur les ambiances et les gens qui pouvaient vivre telle ou telle chose. Moi, ce qui m'a vraiment étonné à la sortie du militantisme, c'est de constater que une très grande majorité des jeunes qui s'étaient engagés dans ces démarches-là ne l'avaient pas fait vraiment en y mettant leur peau. Ça, c'est une surprise très désagréable. Et j'ai toujours une image en tête qui m'a marqué à vie, c'est que dans les rangs des Mao, il y avait des bons cogneurs de rue, comme on dit. Des gens qui étaient très bons à la baston et dans les combats de rue. Et je me souviens d'un type comme ça, qui était pas très grand, qui était vraiment bien mis en avant, et qui avait cette réputation. Et un jour, il n'avait pas hésité tout seul à remonter une colonne de CRS, ouvrir un commande-car, à commencer à bastonner les gens en croyant qu'il y avait des amis derrière lui, il était tout seul. C'était spécial comme individu. Et ce type-là, 5 ans après, je passais un DEA à la Sorbonne, je le retrouve en costume. Et là, je me dis, mais c'est qui, lui ? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai changé de studio de cinéma, j'ai changé de planète. Et là, je me suis dit, là, c'est très, très, très grave. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un type va prendre des risques, quitte à se retrouver en tôle ou à se faire bastonner, etc. Et voilà, il avait muté. Il avait muté très vite.
Et le sentiment que j'ai eu justement dans la charnière très importante de 73-74, quand la direction de l'ex-GP décide de dissoudre tout ça, c'est la vitesse avec laquelle les gens ont sauté du train. Alors, il y en a, je peux comprendre aisément ceux qui étaient établis en usine depuis 7-8 ans, qui en aient ras-le-bol de tourner en rond sans perspective politique, parce que c'est pas simple comme vie. Mais il y avait quand même beaucoup de jeunes qui eux, n'avaient pas osé franchir ce pas-là, et qui s'étaient évanouis, mais comme des insectes, quoi, qui avaient disparu de la scène. Et ça, c'est une leçon très très importante. C'est une leçon très très importante, c'est-à-dire dans l'engagement politique, ceux qui restent et qui sont pas, piégés par je ne sais quelle prison mentale ou par je ne sais quelle voie fanatique, font toujours à un moment donné cette très mauvaise expérience. C'est-à-dire qui continue à se battre et qui ne se bat plus. Alors, est-ce qu'il y a une ligne entre ce point-là et là où je suis aujourd'hui ? Ben oui, il y en a une. Il y en a une, c'est pas pour essayer d'en trouver une. Il y en a une, pourquoi ? Parce que il est évident que aujourd'hui, je suis quand même très en posture de combat par rapport à un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que devient ce pays qui s'appelle la France, avec un peuple sur un territoire, son devenir, les rapports de force, qui affronte qui, dans quelles conditions. Ça, c'est pas un hasard, en 60, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, il y avait quand même un pays qui déjà posait problème, qui s'appelait les États-Unis d'Amérique. Il n'y avait pas que ce pays-là, mais celui-là posait des problèmes. Et je reprends les déclarations de De Gaulle qui, je crois, avaient parfaitement saisi l'ampleur du problème. C'est toujours la même chose aujourd'hui, pour d'autres raisons. Bien que le monde soit beaucoup plus complexe et qu'on soit rentré dans un univers très différent de celui de la guerre froide. Donc, pourquoi il y a une continuité ? Parce que quand je regarde parmi ce qui étaient mes camarades, au sens très large du terme, ceux qui ont une continuité dans l'action en termes de prise de position. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais pour la France ? Ce qui avait de bien dans le Maoïsme, il faudrait que je le dise, c'est qu'on pensait à la France. Il y a un rapport au pays. Ouais, j'allais vous interrompre là-dessus en disant que déjà, finalement, c'était que moi, le lien, je le voyais là-dessus, sur le fait que au-delà du discours internationaliste porté par le léninisme d'une façon générale, enfin le marxisme-léninisme d'une façon générale, mais qui avait quand même une dimension nationale propre au maoïsme comme mouvement révolutionnaire chinois qui est indéniable, quoi. Et bon, j'irais pas parler de national-communisme, ça serait une provocation, et puis bon, ça n'a pas de sens, si vous voulez, mais il y a quand même un lien. La réalité d'un homme comme Mao Tse-tung, mais on le verra plus tard avec Ho Chi Minh et Giap, c'est un peu la même chose, même s'ils n'étaient pas forcément sur la même ligne, mais c'est le rapport au pays lui-même, à sa culture, à l'histoire de son peuple, etc. Et ça, je crois que la grande différence entre le maoïsme et d'autres formes de culture héritées du léninisme, et en particulier le trotskisme, c'est cette notion-là. C'est-à-dire que moi, jeune, je ne pouvais pas me dissocier de l'histoire de ce pays. Ce n'était pas possible. Et là, c'est un fil conducteur qui ne s'est jamais cassé. Et quand je repense justement à... mais qui a suivi ce fil conducteur ? Dans les gens que j'ai connus. Il y en a qui continuent, comme des canards sans tête, à prêcher une foi révolutionnaire qui n'a plus aucun sens, et sans le moindre début de réflexion sur la stratégie, pourquoi on a échoué, quels étaient les enjeux, en quoi on avait tort sur tel ou tel aspect des choses. Rien, on continue, on a son pressbook sous le bras, on essaie d'exister comme on peut. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est même pas non futur, c'est de la comédie humaine dans laquelle je rentrerai pas. On est à la limite de la pathologie, enfin pas de la pathologie, mais en gros de la névrose
la névrose sociale, parce que en effet, je pense que ces gens sont en situation d'avoir tellement de vertige justement sur si à un moment ils se posaient les bonnes questions, que de fait, il vaut mieux être dans le déni et dans la fuite. Il y a ça, et puis il y a aussi, je parlais d'engagement tout à l'heure, dans les pratiques militantes, j'ai presque envie de dire qu'il y a une forme de morale. C'est-à-dire que il y a ceux qui se servent, et il y a ceux qui respectent un collectif. Alors là, c'est aussi une grande différence. Respecter un collectif, c'est que si vous êtes dans un groupe de 20-25 personnes où il faut faire vivre ce groupe, il ne s'agit pas que les autres, il y en a qui se servent comme ils veulent pour leur propre destinée personnelle. Dans beaucoup de logiques subversives, y compris même assez radicales, la ligne de démarcation, elle est là. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de certains milieux anarchistes. Je pense qu'un des problèmes de l'anarchisme, et on l'a bien vu dans la conduite de la guerre d'Espagne, dans ce qui est devenu la colonne de Ruti, dans l'extraordinaire problème du comportement, de l'engagement, de la discipline dans une démarche politico-militaire. Non, je suis désolé, c'est pas parce que t'es braqueur que tu vas te mettre 20 briques de côté pour préparer tes vieux jours, ou parce que t'es moins con que les autres, etc. Enfin, dans le milieu anar, je dis pas ça pour décrier le milieu anarchiste, mais un des problèmes, c'est le sens de l'organisation, c'est le sens du collectif. Et même s'il y a eu énormément de générosité dans ces milieux-là, le résultat historique prouve que c'était pas évident. Et donc, moi, en tout cas, ce que j'ai pu vivre de mon côté, à ma toute petite échelle, c'est qu'il y avait des règles morales, et heureusement qu'il y avait ces règles morales. Parce que s'il n'y avait pas ces règles morales, on peut partir sur des grandes déclarations à propos de Staline qui livre des communistes allemands durant la guerre. Ça ne veut plus rien dire. Donc ça, c'est très important. D'accord, très bien. Bon, on va repasser sur le sujet principal. Mais merci beaucoup pour cette indication, parce que c'est vrai que une partie de notre auditorat est quand même on a de tous les âges, mais une partie est quand même jeune, voire très jeune. Et de fait, c'est une période qui, en s'éloignant, est de plus en plus déformée. On a de plus en plus de mal aussi à la comprendre. Les paradigmes ont tellement changé aujourd'hui que voilà. Mais c'est pour ça que ça nous intéressait d'en reparler avec vous. Alors on peut revenir maintenant du coup à ce qui vous occupe principalement aujourd'hui et depuis quelques années. La question de l'intelligence économique, la question de la puissance, à partir de ce qui est votre dernier ouvrage, si je ne m'abuse. Donc Sabordage, qui est paru aux éditions François Bourin. Le sous-titrage étant Comment la France détruit sa puissance. Moi le livre en tant que tel il m'a passionné. Ce qui montre bien quand même en filigrane, et c'est quelque chose qui sert de fil rouge, c'est que la France, peut-être plus que d'autres nations, a un vrai problème avec la notion de puissance, et ce depuis très longtemps, parce que finalement vous faites remonter les difficultés, ou en tout cas les paradoxes de notre pays à la Révolution française, c'est-à-dire en gros plus de 200 ans. Pourquoi est-ce qu'en effet, la France, qu'on représente généralement comme une des grandes puissances, ou en tout cas qui veut l'être, qui essaie de l'affirmer, ou qui semble vouloir l'affirmer, et pas seulement sous De Gaulle, pourquoi est-ce que finalement, fondamentalement, ce pays, en effet, a un problème avec la puissance ? Je crois qu'il y aurait des vraies études historiques à faire, qui, bizarrement, ne l'ont pas forcément été. Pensées, en tout cas. C'est de savoir comment un pays qui, à l'époque de la Gaule, mais qu'est-ce que la Gaule, quelques siècles avant Jésus-Christ, quand les Gaulois s'emparent de Rome, avant que Rome ne devienne la République romaine et l'Empire romain, où là on pouvait imaginer qu'il y avait une volonté de puissance, au moins dans l'acte, mais pour faire simple, mais j'insiste, il faudrait vraiment des études historiques très poussées par rapport à ça. Je crois que la France, c'est d'abord et avant tout un pays qui a eu cette chance extraordinaire de pouvoir, et ça s'est fait comme ça, nourrir sa population grâce à sa terre, grâce à la diversité de ses cadres géographiques, grâce à ce qu'il était possible de faire sur ce territoire.
ce qui n'était pas le cas des territoires environnants, pour des raisons très précises d'ailleurs, qui étaient des natures très hostiles, très compliquées. Dès qu'on remonte vers vers la forêt noire et qu'on va vers le nord, à cette époque-là, enfin si on prend l'époque de la République romaine et l'Empire romain ensuite, c'était des régions très très difficiles à vivre, et ce qui explique beaucoup de choses. Donc le fait d'arriver à vivre de manière totalement divisée, rappelez-vous ce qu'était la Gaule, c'est-à-dire des micro-peuples qui chacun s'accrochait à des parcelles de territoire. C'est pas tout à fait un hasard si, contrairement à ce qui a pu se passer en Italie avec l'Empire romain, il n'y a jamais eu de réunion, au-delà de l'épisode Vercingétorix et encore, de cet ensemble d'émiettement de peuples. Et je pense qu'une des explications possibles, c'est que les gens vivaient et arrivaient à vivre là où ils étaient, et qu'ils n'étaient pas forcément incités à aller plus loin, parce que peut-être qu'ailleurs c'était beaucoup plus compliqué, et c'était obligatoirement hostile s'ils commençaient à bouger. Mais le fait que ce soit plus compliqué, c'est ça qui m'intéresserait comme analyse. Ensuite, si c'est vraiment le point de départ, moi j'ai fait un peu des études d'histoire parallèlement à Sciences Po. J'ai appris un peu ce qu'on appelle l'histoire moderne. Et en histoire moderne, on vous enseigne ce qu'est une économie de subsistance. Et là, en l'occurrence, on découvre que toute une partie de l'histoire de France est conditionnée par le rapport à ce bien-vivre ou ce mal-vivre, mais sachant qu'il y a un bien-vivre possible. Et le bien-vivre possible, c'est les bonnes récoltes, c'est une certaine façon de s'en sortir. Et le mal-vivre, c'est les intempéries, les mauvaises récoltes, la disette et ensuite la famine. Et en fait, dans cette histoire de France, vieille de plusieurs siècles, on voit bien que le problème central du pouvoir politique, ça va être justement de ne pas se retrouver face à une révolte populaire parce que le bien vivre n'est plus possible. Et en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas les ressources suffisantes. C'est vrai sous Louis XIV, c'est vrai sous Napoléon Ier, il y a quand même des éléments assez symboliques. C'est la première information, c'est le prix du pain. Donc c'est quelque chose qui a une résonance particulière, je crois, dans l'histoire de France. Il y a un historien qui est royaliste, mais peu importe, enfin qui était royaliste, c'est Bainville, qui a écrit un très bon livre sur la France qui montre toute cette fragilité avant la Révolution, l'extraordinaire difficulté de trouver un moyen d'unir ce qui, entre guillemets, deviendra le peuple français, la grande difficulté du politique à se mouvoir dans un espace aussi diversifié et complexe. Et ça, on est quasiment dans le Moyen-Âge et ce qui va suivre après. Donc, je pense que le problème de la puissance commence à naître à partir du moment où vous avez un émiettement de population qui n'a pas envie de partir, qui arrive à s'en sortir à peu près là où il est, dans un cadre assez particulier, parce que l'histoire de l'aristocratie française, son rapport à la terre, son rapport à l'agriculture, ça n'a rien à voir avec l'histoire d'autres aristocraties, britanniques en particulier. Oui, on peut juste, je me permets une incise, pour nos auditeurs, on peut juste revenir sur le fait que c'est vrai que le statut de l'aristocratie entre la France et l'Angleterre est totalement différent, puisque en France, c'était un statut juridique avec le risque d'être déchu de sa noblesse si on s'investissait dans un certain nombre d'activités qui étaient considérées comme déshonorantes, et c'était le cas en particulier du commerce, ou de la proto-industrie, alors qu'en Angleterre, c'est vrai que le rapport n'était pas du tout le même à ce statut de noble. Il y avait ce qu'on appelait la gentry, qui, elle, était en fait finalement un statut relativement inférieur. C'est vrai que les pairs du royaume, la haute aristocratie, étaient soumises finalement à peu près aux mêmes obligations que l'aristocratie française. Par contre, la gentry, et donc ce statut intermédiaire entre la bourgeoisie et la noblesse, elle pouvait investir et se livrer à des activités que l'aristocratie française ne pouvait absolument pas imaginer ou ne pouvait pas faire de par son statut. Absolument, c'est deux modèles complètement différents.
Et je pense que pour la différence, justement, l'expliquer, cette différence, on voit bien qu'en France, on n'a peut-être pas connu les mêmes drames que le royaume d'Angleterre, avec la peste et le fait d'avoir une très grosse partie de sa population rurale, notamment décimée à un moment donné. Alors, est-ce que ça a eu des conséquences sur l'agriculture? Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est la qualité des terres, etc. Ça n'a rien à voir. Donc, je pense qu'il y a eu une espèce de culture paysanne française qui s'est très fortement ancrée dans nos gènes, qui aboutit à cette caricature du capitalisme physiocratique où on a envie de créer quelque chose en appui sur l'agriculture et pas forcément sur l'industrie, avec l'école des physiocrates qui est assez intéressante quand même. Et cette espèce de code génétique, il s'est poursuivi dans le temps, dans le sens où aujourd'hui, si je fais un parallèle immédiat avec aujourd'hui, mais même en restant sur les périodes précédentes, l'immigration, la volonté d'envoyer des gens pour coloniser. Moi, j'ai été très surpris en découvrant ça, en lisant un ouvrage justement sur la colonisation de l'Amérique du Nord, que les Français n'étaient pas du tout volontaristes pour aller s'expatrier. Que si Napoléon Ier a vendu la Louisiane, c'est pas simplement parce qu'il avait commis une erreur ou qu'il avait besoin d'argent, c'est parce qu'on n'arrivait pas à tenir, parce qu'il n'y avait pas assez de Français pour coloniser. Et c'est quand même intéressant de noter ce petit détail, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a toujours un problème. Alors, bien sûr, il y a des expatriés, il y a pas mal de jeunes qui circulent, mais notez bien quand même que c'est pas un élan aussi important que ça pourrait être. C'est-à-dire qu'on a encore cette logique non pas du repli sur soi, mais de garder en mémoire l'intérêt de vivre ici. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont vivre aux États-Unis et qui reviennent parce qu'ils supportent pas le mode d'alimentation, ils sont pas satisfaits du mode de vie. Enfin bref, c'est pas simplement parce qu'ils ont fait un passage et ils reviennent en tirer des résultats sur le territoire national. Donc je crois qu'il y a des constantes sur la réalité française qui est assez particulière et qui a créé donc une culture du patrimoine, une culture informationnelle de protection du patrimoine qui est dominante. On est dans une posture défensive. Vous parliez dans votre introduction d'intelligence économique. Quand on a commencé à avancer sur ce terrain-là, on a bien vu que la réaction de l'appareil d'État, elle était essentiellement sur le défensif, pas du tout sur la projection vers l'extérieur. Et on voit aussi que dans le monde de l'entreprise, finalement, ce qui a commencé un tout petit peu à se structurer, c'est le défensif. C'est le réflexe de « je vais me faire payer par quelqu'un qui a des dettes », donc c'est le renseignement commercial. C'est ensuite la démarche de protection des brevets. C'est ensuite la sûreté pour essayer de cadenasser un peu certains lieux où on ne veut pas forcément voir arriver d'autres personnes. Mais tout ça reste dans une mentalité de surveillance de ce qu'on possède sur un territoire donné. C'est pas la volonté de s'enrichir en allant conquérir à l'extérieur et en mettant la priorité sur cette conquête. Donc c'est un trait qui est très très important dans la réalité française et c'est un trait qu'on retrouve encore dans la culture de la haute administration et qu'on retrouve encore. Alors, le monde de l'entreprise, c'est plus compliqué parce que de toute façon, aujourd'hui, il n'a plus le choix. Il est obligé de se projeter d'une manière ou d'une autre. Mais on voit bien quand même, quand on nous rabâche les oreilles dans les médias, que la France a raté le tournant de la mondialisation, que la France a du mal par rapport à ça. Je pense qu'il y a un phénomène quand même très fortement culturel, ancré, non assumé, assez mal étudié, aussi étrange que ça puisse paraître, et on retrouve ça dans un certain nombre de choses. Donc c'est un vrai problème. Alors ça, c'est vrai que ce balancement, on peut le voir aussi, par exemple, sur la façon dont la France a pu gérer son domaine maritime ou son rapport en fait à la mer, avec ses allers-retours en fonction des régimes, et ce depuis
au moins l'époque moderne, a parfois, à certaines périodes assez courtes, se tourner vers la constitution d'un monde d'outre-mer et s'occuper de la mer comme outil de puissance, et puis très rapidement se retourner vers la construction face au continent. Bon, c'est vrai qu'il y a un balancement qui est assez intéressant. Ce que vous soulignez, c'est quand même que la Révolution française introduit une rupture, et que finalement, il y a un certain nombre d'épisodes comme la Révolution française qui expliquent peut-être aussi la difficulté à se positionner par rapport au patriotisme. Alors la Révolution française, son paradoxe, c'est à la fois de porter une certaine universalité des idées, des valeurs, donc en l'occurrence les droits de l'homme, mais aussi de porter un très fort discours patriotique. Et donc finalement deux aspects qui viennent se télescoper. Et puis par ailleurs, sur les 200 ans qui viennent de s'écouler, au moins 3 épisodes où le patriotisme est pollué par le fait que finalement il est associé à la puissance, au pays qui nous bat militairement. Que ce soit après la chute napoléonienne en 1870 ou en 1940. C'est vrai que comment arriver est-ce qu'on aurait pu imaginer autre chose? C'est normal que ces épisodes, en même temps, pèsent aussi lourd finalement dans le bilan qu'on peut faire et peut-être dans les faiblesses actuelles de la France aussi. Oui, il y a une logique dans tout ça, parce que soit un peuple se défend parce qu'il est envahi. Et dans ce cas-là, il y a une certaine légitimité guerrière à laquelle vont adhérer beaucoup de gens. Et on le voit bien dans l'histoire de France, qui est, au niveau européen, l'un des 2 pays qui a fortifié sa frontière, après les Provinces-Unies, avec Vauban. Bon, donc la légitimité défensive française, elle va courir tout le long de l'histoire de France jusqu'au début du XXe siècle, avec la géographie des frontières, avec cette focalisation sur la protection des points d'entrée possibles des pays qui nous menacent. Bon, ça, c'est vraiment la colonne vertébrale de ce qui arrive à cimenter un peu une pensée d'union nationale qu'on va retrouver lors de la Révolution, le pays encerclé qui va résister à l'Europe entière, mais ce pays tient parce qu'il, justement, il veut pas se faire envahir. Bon. Valmy, c'était le début de l'invasion. Donc il y a ce côté-là, mais ce côté-là se fragilise immédiatement dès qu'on sort du cadre territorial. L'aventure napoléonienne en Russie, et pas que celle-ci d'ailleurs, même l'époque de Bonaparte en allant vers l'Italie, en commençant à rentrer dans des jeux compliqués hors du territoire national. À l'époque, on le vit bien parce qu'on remporte des victoires, mais en fait, on commence déjà à rentrer dans n'importe quoi. Regardez comment Bonaparte, puis Napoléon Ier, structurent les territoires conquis. C'est-à-dire qu'au lieu de garder finalement une forme de légitimité comme les États-Unis vont avoir pendant plusieurs siècles en disant « nous voulons établir la démocratie », la Révolution française au début essaie d'en avoir une, mais c'est tactique, c'est pas stratégique. Il y a des patriotes italiens qui vont y croire, mais ils vont rapidement être déçus, parce qu'ils vont découvrir que derrière l'appel à la révolte contre des troupes occupantes, étrangères, il y aura pas forcément une république italienne qui va se créer, comme à l'image de la France. Il y a des dominos français qui vont se créer. Et ça, c'est la contradiction. Et on va faire ça un peu partout en Europe. C'est pas tout à fait un hasard si la première grande défaite de Napoléon, c'est la guerre d'Espagne, parce qu'il appréhende mal une réalité de résistance au sens justement d'un peuple sur un territoire qui lutte contre un envahisseur. Donc on est, je pense, chaque fois qu'on sort des frontières, pour mener des opérations militaires d'envergure, je ne parle pas d'une opération comme celle du Mali aujourd'hui, je parle d'opérations militaires d'envergure, on y est très mal à l'aise. En ce moment, c'est une période que je creuse un peu. Je suis en train de lire un livre sur le Second Empire. Je vois l'aventure militaire de Napoléon III avec la Grande-Bretagne. Elle est passionnante. Elle est passionnante parce qu'on voit comment ce pays meurtri, qui a encore la défaite de Waterloo dans la tête, veut à tout prix réexister militairement et va se retrouver dans un bourbier monumental dont il sort du bout des doigts vainqueur à Sébastopol.
avec à côté l'empire dominant qui fait la démonstration que c'est un empire maritime et pas un empire terrestre, et que sur le plan militaire terrestre, c'est pas terrible l'histoire. Donc, on voit bien que la légitimité d'une projection de puissance extérieure pour la France, dès lors que ça apparaît comme une politique d'accroissement de puissance, là, on voit tout de suite la résonance populaire, c'est-à-dire que dès que les soldats commencent à mourir massivement du choléra, dès qu'on voit la chaîne logistique de l'armée française de Napoléon III être ce qu'elle est, c'est-à-dire quand même assez compliquée et avec énormément de points faibles, mais la réaction de la population, c'est de commencer à s'interroger, c'est de commencer à se dire mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette galère, etc. Donc le processus d'unité nationale, quand a-t-il existé pour soutenir une aventure militaire extérieure ? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup. Je crains qu'il n'y en ait jamais eu. Et c'est... Une seule fois. Pour aller... une seule fois, en tout cas, probablement à plusieurs reprises, mais en tout cas une seule fois significative, pour aller reconquérir le tombeau du Christ. Là, il y a eu un phénomène d'union nationale, et... Pardonnez-moi, mais je suis absolument passionné par le diagnostic naturaliste, je dirais, que vous faites, parce qu'il est profondément juste. Mais on oublie quand même beaucoup que la constitution de la France est indissociablement liée à la foi catholique, au baptême de Clovis. Et ça me semble, et dans la longue durée, et ça, il est évident que ça structure une patrie qui a ces caractéristiques extrêmement complexes, extrêmement sensibles, et on a l'impression que c'est ce qui fait cette foi qui agrège des peuples différents. Et il y a une agrégation entre un régime politique, une forme politique, et une foi qui finit par constituer un peuple, alors que sur le papier, sur la géographie, il n'y avait rien pour ça. Donc, de ce point de vue-là, le chrétien, ou même l'agnostique, on est bien obligé, et c'est pour ça que c'est très juste de dire qu'il y a des carences au plan de cette étude-là. Oui, quel est le mystère qui fait que la France a un problème avec ce statut de puissance ? Mais tout simplement, parmi les nombreuses choses justes que vous avez dites, tout simplement que le français, il est bien chez lui. Et que allez voir ailleurs, il n'y a guère que les Bretons, les Corses. Pourquoi ? Mais pour des raisons toutes bêtes. La terre est pauvre et il y a une pression démographique. Donc on va faire un tour, mais enfin, on revient vite. Regardez les courses, regardez les corsaires. Ils reviennent toujours chez eux. Et d'ailleurs, ils rapportent des richesses, et pour le prince, et pour... Enfin, on partirait dans des choses très longues. Mais c'est vrai que le seul épisode où il y a un consensus national pour une projection extérieure, c'est la Terre Sainte. Et ça, il y a un élément très important qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, qui moi aussi m'a marqué. C'est qu'un jour, à Saint-Cyr, on a posé la même question qu'à West Point, aux États-Unis. Si vous n'étiez pas militaire, que souhaiteriez-vous être ? Alors à West Point, la réponse elle est simple. Majoritairement, c'était manager. Et à Saint-Cyr, majoritairement, c'est prêtre. Et donc, entre le code de la chevalerie, le ciment guerrier, qui est en lien direct avec la foi religieuse, enfin, c'est absolument... C'est indissociable. L'art de la guerre franc est chrétien. Absolument. Il s'est constitué comme ça. Avant, on a des bandes gauloises vigoureuses et très sympathiques, mais le christianisme, là encore, va former quelque chose d'unique et qui va rayonner dans le monde entier. Mais pas par des projections extérieures, par imitation des peuples alentours qui regardent ça. Souvenons-nous du temps où Saint-Louis, ou même Philippe Auguste, mais surtout Saint-Louis, est l'arbitre des élégances, si je puis dire, de toute l'Europe, voire du monde. On sait peu, par exemple, que Saint-Louis, dans ses expéditions ultramarines à l'époque, c'est aller en Terre Sainte, justement, comme vous savez, a des contacts avec les Nestoriens, avec les Chinois, avec le Grand Khan. Enfin, c'est-à-dire que la France est très, très étonnante.
cette vocation de mission n'est pas une vocation impériale et thalassocratique. C'est très très étonnant. Alors qu'on a des marins émérites, une façade maritime d'une richesse, d'une complexité qui nous projette dans tous les sens. Cette puissance est un vrai mystère. C'est un vrai mystère. Et alors, je crois que là, on est sur un point important qui n'est pas beaucoup étudié, hein, j'insiste. C'est-à-dire que, car dans l'idée de la chevalerie, il y a non seulement un code guerrier, mais il y a aussi un rapport à l'homme, un rapport aux hommes. Et donc, il y a aussi l'idée de protection qui n'est pas simplement le puissant qui a une masse d'esclaves autour et qu'on gère, qui gère sa capacité de faire les choses en fonction de la force physique et de la violence qu'il va savoir exprimer autour de lui. Et pardonnez-moi, il y a aussi un code de conduite. Quand on va à l'extérieur ou même quand on guerroie sur un territoire, en tout cas, le centralisme franc, le roi ne supporte pas, et un certain nombre de barons, et l'Église encore moins, les comportements de pillards, de violeurs et de viandards. C'est très très mal vu à partir du déjà, Charlemagne met en place tout un certain nombre de choses sur ce sujet, mais on va pas, si on est amené à sortir du territoire, on ne se comporte pas n'importe comment avec les populations qu'on croise et qui ne sont pas les nôtres. Enfin, pardon, c'est ainsi, mais elle est importante. La grande tradition de toutes les guerres, en dehors de ce mystère, de cette fusion avec le christianisme, c'est quand même de se payer sur la bête allègrement. Je ne dis pas qu'aucune armée française ne l'ait pas fait, loin du compte, hélas. Les armées napoléonides, mais sont-elles franques et sont-elles françaises ? Moi, j'ai un sérieux doute. Les comportements d'une partie de ces armées en Espagne et en Italie sont loin d'être dans la tradition française. Prenons un parallèle. Louis XI a connu des aventures italiennes fâcheuses. Oui. Il s'est jamais comporté comme un satrape et comme un voyou. Enfin... Je crois que c'est un sujet qui est d'autant plus intéressant que, au-delà du code de conduite, il y a tout un message qui passe. Et pour en revenir donc à la logique de puissance, le code et l'esprit chrétien sont pas orientés dans cette direction-là. C'est-à-dire, c'est pas la conquête et la domination. Et on le voit bien d'ailleurs sur un champ qui est très particulier, qui n'est pas la France, mais qui est le royaume d'Espagne. On voit bien que le royaume d'Espagne, en allant conquérir donc ce qui va s'appeler plus tard l'Amérique latine, il y a bien entendu des religieux qui accompagnent les conquistadors, mais c'est pas tout à fait un hasard si à la fin les jésuites, puisqu'il s'agit bien des jésuites, vont créer, et pas forcément en phase avec le pouvoir qui lui cherche bien entendu des biens matériels, des espaces de vie avec des populations indiennes que je crois qu'on a qualifié peut-être de seul système communiste ayant existé dans l'histoire, au niveau des rapports humains. C'est intéressant. On parle bien des jésuites. sont des systèmes à hiérarchie légère. Exactement. Et ça fonctionnait très bien. Et ça fonctionnait. Mais il y a des particularités. Effectivement, l'Espagne n'est pas la France. Ce sont ces fameux Allemands du Sud. Et ils sont un peu plus rugueux. Mais il faudrait relire tout simplement les témoignages que l'on a, en particulier au Pérou. Parce qu'au Pérou, disons, les cadets espagnols qui arrivent là-bas, il y a beaucoup de mariages avec la noblesse inca. Donc, il n'y a pas cette espèce j'ai du mal à employer le mot parce que je crois pas que ça... Mais enfin, de racisme dominateur anglo-saxon. Et encore, les Allemands sont sont pas tout à fait les mêmes que les Anglais. Mais chez les Anglais, il y a une espèce d'obsession. Je suis très frappé d'anecdotes de ces Anglais qui, en Inde, sont au milieu de rues entières de cadavres et qui jouent au cricket, quoi. C'est un monde qui n'est quasiment pas admissible, même pour les grands administrateurs coloniaux français francs-maçons.
Ils n'auraient pas supporté ça. Et les Anglais, ça leur pose aucun problème. Les Espagnols, ça leur pose aussi problème. Ils ont une autre vision. Ils n'amènent pas une immense population espagnole là-bas. Elle est plus volontaire. Là encore, il y a des questions de terre, de richesse de terre, de pression démographique. Mais elles se font assez rapidement dans la population. Pas avec un métissage débridé, loin du compte, mais quand même, ça fonctionne. Voilà, Alors, il n'y a pas consensus, en effet, sur les projections extérieures et autres. Par contre, il y a quand même tout un passage de l'histoire récente de France qui, aujourd'hui, est vu avec, on peut supposer, avec la musique de la nostalgie, qui est l'expérience gaulliste. Or, vous montrez qu'il y a quand même une incompréhension très très large autour de cette expérience. Alors, non seulement parce qu'en effet, il y a cette rupture avec la jeunesse que vous soulignez dans votre livre, et dont vous nous avez parlé tout à l'heure, mais aussi parce que finalement, les tentatives de De Gaulle sont restées quand même très, très isolées finalement. Et alors qu'aujourd'hui, il est célébré justement pour sa politique d'indépendance, au regard d'un certain nombre de choix récents atlantistes à tout crin, comme ceux qu'on peut attribuer à Nicolas Sarkozy. Malgré tout, c'est quand même très largement la petite musique de la nostalgie, parce que quand on regarde dans le détail ce que fut l'expérience gaulliste, on n'est pas exactement sur un succès quand même. Il y a eu des choses de faites, mais au final, lorsqu'on fait le bilan, une bonne partie de ce qu'il avait essayé de construire n'a pas tenu sur le long terme. C'est vrai, c'est tout le problème de cet homme qui, je crois, était à la fois un vrai visionnaire, et pas simplement dans les domaines classiques qu'on lui connaît, c'est-à-dire les relations internationales ou une certaine manière de concevoir l'architecture de la Ve République. Je crois que c'était aussi un visionnaire dans le domaine économique. Ça, en tout cas, moi, je l'ai découvert en lisant Perfit, et je pense qu'il restitue assez fidèlement ce qui a été fait à ce moment-là. Mais c'était un homme seul. C'est-à-dire que le problème de De Gaulle, c'est qu'il était entouré de forces... Politiquement, vous voulez dire. Politiquement. Qui avaient déjà choisi depuis longtemps. C'est-à-dire que De Gaulle a, entre guillemets, sorti la France d'une situation assez catastrophique après la défaite de 40, en avait porté le symbole, mais on a très vite été écarté, donc sous la 4e République, et les gens qui l'ont accompagné dans sa traversée du désert et ceux qui ont convergé vers lui quand il a repris les affaires en 58, c'était pas une armée de cadres structurés formés à sa pensée. C'était, hélas, un puzzle d'individus, certains rescapés de l'aventure du RPF, d'autres venant de différents horizons, même assez éloignés d'ailleurs de sa propre pensée politique. Et il était au-dessus de tout ça, et il devait faire avec tout ça. Et d'ailleurs, quand on voit la personnalité du Premier ministre Michel Debré au début, pour moi, il symbolise très bien l'extraordinaire difficulté d'un général de Gaulle qui essaie de reprendre ses marques comme il peut, et avec ce qu'il peut, avec ce qu'il a sous la main. Donc, c'est très compliqué. Alors, effectivement, De Gaulle a eu l'audace de défier la première puissance du monde, alors qu'on était dans la guerre froide avec deux blocs face à face, des solidarités induites par la notion de bloc, etc. Il a eu l'audace de le faire. On lui prête même certaines actions que j'ai encore moi du mal à imaginer dans un livre qui s'appelle de Philippe Berners, SDEC Service 7, qui raconte l'histoire de Leroy Finville, qui était un des officiers du SDEC qui a été impliqué dans l'affaire Ben Barka et qui dirigeait ce fameux service 7 du SDEC. Cet homme raconte qu'à un moment donné, De Gaulle avait donné mission de voler une petite bombe nucléaire tactique américaine sur une base allemande, une base américaine en Allemagne. Je sais pas si c'est vrai, mais
en tout cas ça figure dans ce bouquin-là, ce qui est quand même troublant, c'est de voir le degré de confrontation, que ce soit sur l'épisode du dollar, que ce soit sur l'épisode du retrait de l'OTAN, que ce soit sur l'épisode des quotas imposés aux multinationales américaines, ce qu'on a oublié, les stocks d'or, le problème du stock d'or, et d'autres affaires, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'affaires, l'enjeu énorme de l'évolution de l'industrie informatique. bien sûr, le plan calcul. On peut lister comme ça beaucoup de choses. Donc, il avait défié les États-Unis. Et très rapidement, 5 ans après les avoir défiés, 5-6 ans, ses proches lui font comprendre qu'il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'il n'y arrivera pas. Et parce qu'en face, on commence sérieusement à le trouver encombrant, cet homme. Donc, le problème, c'est que pour comprendre ça, il faut lire les écrits de Perfit. Alors, je ne sais pas qui les a lus, je pense que ça a quand même été relativement bien vendu, mais tout le monde s'est empressé d'oublier les écrits de Perfit, et notamment les bilans essentiels sur ce qu'on vient d'évoquer. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que dans l'histoire réécrite sur la période du général de Gaulle, on a l'impression qu'il y a une continuité entre lui, Pompidou, etc. Mais c'est faux. Je veux dire, c'est une grande réécriture de l'histoire. Pompidou était un homme habile, etc. Mais il n'était pas, contrairement à ce qu'on a prétendu, l'homme qui a pérennisé la politique industrielle de Gaulle, etc. Il a poursuivi des choses qui avaient été enclenchées avant lui, mais il n'aura pas donné une nouvelle dimension. Et il n'a pas consolidé ce que De Gaulle avait mis en place, loin de là. Donc on est devant justement cette rupture qui n'est pas analysée. Parce que l'autre problème français, c'est qu'il n'y a pas de bilan sur pourquoi De Gaulle s'est-il trompé. Que voulait-il faire ? Alors, il y a quelques ricanements habituels sur sa fameuse troisième voie, sur son discours sur le Québec libre à Montréal, etc. Mais il n'y a pas d'analyse sérieuse. Il n'y a pas, malheureusement, d'analyse sérieuse. Et il ne faut pas demander ça, hélas, à l'école des sciences politiques, qui théoriquement aurait dû la faire, cette analyse, mais qui, pour des raisons diverses et variées, ne s'est pas empressé de la faire. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Là, on est devant le trou noir, c'est-à-dire on a un vague souvenir de cet homme. Après, on s'interroge éventuellement, tiens, pourquoi on a abandonné la politique industrielle sans trop savoir pourquoi, finalement. Mais il n'y a plus que les clandestins, les immigrés clandestins de Calais qui se souviennent de Gaulle, puisqu'il les crache dessus. Apparemment, on était plutôt le tag venait plutôt d'un de ces innombrables militants qui emmènent. Je crois. C'est plutôt un no-border. Est-ce que le plus gros échec finalement, enfin là où on mesure vraiment qu'en effet ça n'a pas ancré une prise de conscience en profondeur, ce n'est pas le fait, parce que ce que vous soulignez à un moment, qui est notre regard sur les États-Unis. Bien sûr, l'image généralement qu'on a, c'est que la France aurait plutôt une attitude où on aurait un problème avec les États-Unis. Bon, ce qui en effet est en partie vrai dans le sens où ce sont deux universalismes ou deux systèmes à portée universaliste qui à un moment qui n'ont pas arrêté de se frictionner. Le problème, on peut le résumer assez simplement. Oui, ce sont deux universalismes, mais il y a un jeu de poker menteur dans l'histoire. C'est-à-dire que quand vous êtes cette jeune république américaine créée par les Européens, qui se crée en éliminant les peuples indiens qui occupent le territoire où ces Européens s'implantent. Rappelons quand même comment ça se perd tout ça. Oui, alors que, pardonnez-moi, mais les Espagnols et les Français, quand ils s'installent sur place, n'ont strictement aucun problème avec les populations locales. Absolument. À telle enseigne qu'à 1 contre 20, les Français tiendront la Nouvelle-France avec les populations indiennes pendant des lustres contre les troupes anglaises. Absolument. Pardon, mais c'est très important. C'est un point qui mérite d'être souligné. Pendant que les anglo-saxons, les États-Unis sont pas nés, n'ont pas été créés par les Européens, mais par des Européens bien particuliers. Les héritiers de la Grande Charte, bannis eux-mêmes pour hérésie dans un pays qui lui-même s'est séparé de Rome, et dans quelles convulsions, et puis sans compter
comment dire, la tragique guerre civile des Roses et des deux Roses après la perte des territoires français, après l'épisode de Sainte-Jeanne d'Arc, de manière symbolique, mais divine. C'est quand même très intéressant de voir que l'Angleterre est châtiée par elle-même. Elle se dévore l'une contre l'autre. Elle finit dans un schisme qui est terrible, parce que la période d'Henri VIII, il faut regarder l'histoire, mais écrite par des Anglais eux-mêmes, je pense à Chesterton. C'est un épisode terrible. Donc l'Angleterre va sauver finalement son île en se projetant de manière effrénée dans cette thalassocratie, et des surgeons vont aller créer les États-Unis, mais avec une violence terrible. J'ai un souvenir par l'excellent romancier, très voltairien mais qui me plaît bien, ancien, qui a écrit Rouge Brésil. Vous savez, il est académicien français, il avait été pressenti... il a été patron d'une ONG, il est très très connu, mais enfin il a écrit un bouquin sur le marquis de Villegagnon, qui était allé conquérir la Guyane sous Henri IV. Et déjà les premières bandes d'anabaptistes suisses-allemands arrivaient là-bas. Ces gens étaient cannibales. Donc les Pilgrim Fathers ne sont pas anabaptistes, il y en a quelques-uns, mais enfin on leur fait comprendre, j'imagine, avant qu'ils mettent le pied sur terre, que ça va aller comme ça. Mais quand ils arrivent, ce sont des gens épouvantables. Un bon Indien est un Indien mort, je vous rappelle que ce sont des propos qui ne sont pas apocryphes. C'est, je crois, que le général Sheridan qui a prononcé ça. Un excellent ouvrage, je crois, écrit dans la première moitié du XXe siècle par un prof d'Harvard sur la colonisation, où il y a une page, mais sur cette page, il constate, c'est un Américain, et pas n'importe qui explique que ce fut un véritable génocide, l'élimination des peuples indiens. Alors évidemment, toutes ces miettes-là, et je mets les miettes entre guillemets, on les met sous le tapis, mais on revient sur la question des deux universalismes. Quand vous créez une démocratie à partir d'un génocide, il y a un contresens dans le scénario. Et je pense que ce qui oppose les deux universalismes, c'est que l'universalisme français, parce que justement il n'est pas dans cette logique de projection de conquête, dans sa matrice même, on peut estimer que quelque part, il n'a pas le mensonge induit dans le discours. Alors que dans l'universalisme américain, je le répète, on ne peut pas dire « j'offre le nouveau régime politique le plus ouvert au monde » après avoir exterminé les populations sur le territoire où on s'installe. Il y a là un problème qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose, qui ne fonctionne pas, et c'est un problème majeur. Et on a là une ambiguïté, le mot est gentil, terrifiante, parce que les États-Unis, là où ils vont être très très forts, c'est qu'ils vont réussir, non pas à faire croire au monde, mais à afficher cette posture jusqu'à la fin du XXe siècle. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. En masquant je ne sais combien d'interventions étrangères à vocation économique à la fin du 19e et au début du 20e. Les Philippines contre l'Espagne, le Mexique, la Californie. Des actes de colonisation qui sont réels, comme si c'était... Extrêmement brutaux. Exactement, comme si c'était des choses qui n'existaient pas, comme si c'était des petites opérations de police pour venir au secours de certains de leurs ressortissants qui avaient quelques soucis en local. Il y a là le mensonge. Ce qui est sûr, c'est que ça marche, parce que, donc, on a généralement cette image-là de l'attitude ou du point de vue français sur les États-Unis. Or, ce que vous soulignez, c'est que finalement, les Français et la France en général a le plus grand mal à comprendre qu'on est passé justement à une nouvelle époque où les États-Unis sont peut-être certes toujours nos alliés, mais ils sont aussi devenus des adversaires, en particulier sur le plan économique. Et que finalement, nous, on est restés dans ce schéma de guerre froide, que De Gaulle aura un petit peu secoué donc pendant 5-6 ans, à essayer de trouver ou à essayer de proposer autre chose. Finalement, les Français sont restés dans cette posture, au moment de se dire, les Américains sont nos amis, ils sont nos amis, ils sont nos alliés, et on n'a pas grand-chose à craindre d'eux, finalement. Et on est encore dans ce schéma-là, non ? Oui, alors on est dans une certaine contradiction, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on est, comme vous dites,
parce que depuis 40, les classes moyennes supérieures françaises estiment que leur salut, c'est d'être dans les robes de la première puissance du monde. Mais en même temps, on est le peuple, je ne sais pas s'il faut dire le peuple, enfin en tout cas, on est quelque part la trace que les Américains ont menti dans leur universalisme. Alors on l'a pas écrit en grosses lettres sur les murs, mais on est capable de l'expliquer. La preuve, on est en train de le faire et je suis pas sûr qu'on soit les seuls à penser comme ça. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont très très loin de ces brouillards encombrants de théories du complot ou d'autres. Non, des choses qui disent les choses telles qu'elles sont, basiquement. Et que le problème des États-Unis, c'est que je sais que nous, on nous demande de nous repentir sur un certain nombre de choses, mais c'est très très dur de reprendre le début de la copie et de dire à la première ligne « j'ai menti ». Désolé, monsieur de Tocqueville, mais il y a un problème dans le bel ouvrage que vous avez écrit sur la démocratie en Amérique. C'est que vous avez oublié de préciser que cette démocratie, au départ, elle se construit sur des cadavres. Elle ne se construit pas sur un grand appel à l'humanisme mondial. Et c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Donc, aujourd'hui, on est dans ce paradoxe, c'est-à-dire d'un côté, notre salut est encore imaginé dans les jupes des États-Unis d'Amérique. Je suis désolé d'utiliser cette image. Et de l'autre, on sait malgré tout qu'il y a un problème dans l'explication même de notre devenir avec eux, et qui date du début de leur histoire. Et ça nous oblige à une nouvelle forme de lucidité, et c'est un exercice très difficile, parce que ça veut dire qu'il faudrait reconquérir une autonomie de pensée, reconquérir une autonomie d'action. Ça, c'est le problème de l'Europe, mais c'est aussi le problème de la France. Et que pour reconquérir cette autonomie de pensée, cette autonomie d'action, il faut revenir au début de l'histoire pour essayer de resituer calmement les choses, les repositionner là où elles devraient être positionnées, qu'elles ne sont pas, ce qui n'est pas le cas. Elles ne le sont pas. Sur cette absence d'autonomie, cette absence de vision, vous faites largement porter la responsabilité, ou en tout cas, vous incriminez clairement la haute fonction publique, on va dire, en tout cas nos élites politiques, quand même d'une façon très importante. Une partie du problème vient là. Alors souvent, on entend dire à un moment, globalement, la France a un problème avec ses élites, elle a de mauvaises élites. Quel est votre point de vue là-dessus, sachant qu'en effet, clairement, vous dites, il manque quelque chose, quoi. Il y a un manque de vision, ça vient de l'État. Alors, peut-être que je me suis pas assez clairement exprimé. Je pense qu'en fait, on a les élites, non pas qu'on mérite, mais que le système a généré. C'est-à-dire que dans un pays qui est celui qu'on a décrit à partir du début de la discussion entre nous, on voit bien que c'est un pays qui se regarde et qui se plaît là où il est et qui vit chez lui. Ce qui veut dire que les élites françaises vont se construire à partir de cette réalité. Ce qui veut dire que ces élites françaises, elles vont surtout être focalisées sur l'ordre public, la protection des biens, le maintien d'un certain équilibre à l'intérieur des frontières qui ne doivent pas être franchis par des envahisseurs. Ce qui veut dire, par exemple, que la culture des fermiers généraux, qui aujourd'hui est représentée par la culture de l'inspection générale des finances, c'est la récupération de l'impôt pour financer les caisses d'un système qui tient le pays. Et cette culture s'est un peu élargie à la capacité d'emprunter avec des taux le moins élevés possible, s'est élargie au savoir-faire des statistiques, mais n'est guère allée plus loin que cela. Parce que, d'une certaine façon, cette administration a son bon sens
Et le bon sens, je dis pas ça en termes de compliments, je dis ça en termes de constat, le bon sens de l'inspection générale des finances, c'est de suivre le sens de la rivière, justement. Et le sens de la rivière, c'est la réalité française. Et on voit très bien, vous le voyez dans les politiques gouvernementales, le poids déterminant de la fiscalité, mais depuis des siècles. C'est un élément majeur pour faire fonctionner l'ensemble. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne mets pas les élites, disons, en accusation. Je dis qu'elles résultent d'un certain système. Et on pourra en parler d'autres élites administratives qui relèvent finalement du même fonctionnement. Et la création de l'École nationale d'administration, finalement, n'est qu'une étape parmi d'autres pour continuer à faire fonctionner ce système avec cette focalisation sur gouvernants-gouvernés, la manière dont peuvent fonctionner les pouvoirs publics, le rapport à la loi, etc. Bon, on est dans ce cadre-là. Il était difficile d'imaginer que dans cette administration, il y ait eu des personnes qui s'intéressent aux problèmes dits de puissance. Alors s'il y en a eu, quand on cherche bien, c'est ceux à qui on a demandé de faire en sorte que le commerce, aussi bien sur le marché intérieur que celui qu'il y avait vers le marché extérieur ou du marché extérieur vers le marché intérieur, on le contrôle. Et c'est les douanes. Donc, effectivement, on a vu apparaître à un moment donné une culture passagère de la puissance, certains pourraient dire même du protectionnisme économique. C'est au moment de la Révolution, de l'Empire et du début de la Restauration, même d'une bonne partie de la Restauration, où là, effectivement, il y a des grands commis de l'État qui, sans être forcément sous le contrôle direct du décideur, si on appelle ça comme ça, vont appliquer une certaine doctrine. Mais cette doctrine, elle disparaît à partir du Second Empire, elle disparaît à partir de toute l'industrialisation et surtout de l'ouverture de la France vers l'extérieur en termes de marché. Et là, on perd disons que la France a eu deux personnages déterminants sur une certaine appréhension de l'économie et de son devenir en termes de territoire, j'oserais même pas dire de puissance, c'est Colbert, et c'est cette période importante de la Révolution française où on prend du retard sur l'ennemi, la Grande-Bretagne, et où on va essayer de tout faire pour combler ce retard, avec une certaine réflexion de protection de ce qu'on a. Si on peut appeler ça, comme du protectionnisme, si vous voulez. Mais c'est une période qui est quand même très circonstanciée dans l'histoire de France. C'est pas une ligne qui va être mémorisée, enseignée, apprise, reproduite, et on le voit bien aujourd'hui. C'est-à-dire que on a eu le plus grand mal, on y est arrivé, mais vraiment à la force du poignet, à essayer de recréer les bases d'une réflexion sur les rapports de force économiques, essayer de recréer les bases d'une réflexion sur qu'est-ce que la projection extérieure, quels sont les pays conquérants, pourquoi, sur quelle base culturelle, historique et autres. Et on est encore une force atypique au milieu d'un océan académique qui ne veut pas prendre en compte cela, à quelques exceptions près. Vous parliez de Louis XI, il y a quelques historiens comme Favier ou d'autres qui ont eu cet éclair j'ai presque envie de dire de génie dans ce paysage-là, de dire oui, Louis XI a eu des stratégies de guerre économique pour contrer Charles le Téméraire parce qu'il n'arrivait pas à le battre militairement, par exemple. Mais c'est vraiment des étoiles filantes dans la pensée académique française. Donc on a ce problème qui est effectivement un lourd problème. C'est de quoi s'agit-il ? Poser le mot puissance, le dernier qu'il a fait à peu près sérieusement, c'est Raymond Aron, dans un cadre qui est quand même très particulier parce que Raymond Aron était dans le bloc de l'Ouest face au bloc de l'Est, et Raymond Aron était très proche quand même de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Et à partir du moment où quelqu'un va privilégier un accord d'alliance pour faire face à la menace soviétique, et va gommer de sa réflexion théorique toutes les contradictions à l'intérieur du bloc
occidentale, on va passer à côté de beaucoup de choses. Donc la pensée de Raymond Aron, elle est très, je dirais, limitée et encadrée. Elle n'aborde pas forcément ces questions-là qui sont des questions... Intellectuel de banque centrale. Oui, certains l'appelleraient ainsi. Mais aujourd'hui, c'est un énorme problème, parce que depuis Raymond Aron, la réflexion sur la puissance, au sens théorique du terme, il n'y en a pas eu beaucoup. Elle est entièrement à reconstruire. Sur des matières proches, enfin, comment dire, qui ne sont pas directement celles que traitait, et encore, Raymond Aron. Moi, je pense à quelqu'un qui nous a quittés il y a peu. Je pense à Hervé Couto-Bégary, qui, dans toute son œuvre, dans tout son enseignement, a quand même dégagé des pistes intéressantes. Et je comprends que vous citiez Raymond Aron, il me serait venu à l'esprit aussi, mais d'ailleurs vous le suggérez, mais je vais aller plus loin que vous, parce que je n'ai pas votre sagesse. Moi, ça aurait été comme un véritable repoussoir, parce que c'est un travestissement de l'idée de puissance propre à la France. Comme, finalement, cette conversation est passionnante, parce que on sait qu'il y a un objet, la puissance de la France, qui est indéniable dans l'histoire, le plus vieil État du monde. La Chine a des ruptures que n'a pas la France. Dans la continuité, c'est le plus vieil État constitué du monde. Donc, qu'est-ce que c'est que cet objet ? C'est vrai que c'est absolument passionnant à étudier. Donc, Raymond Aron, on a une vision qui, alors là, c'est le père de l'économétrie, quoi. Ça ne me passionne pas du tout. Ce n'était pas un si mauvais historien que ça, mais c'est vrai qu'il avait ce côté profondément atlantiste, qu'on peut comprendre, que je respecte parfaitement et que je partage pas du tout. Un Couto-Bégary, lui, étant sur des matières, à mon avis, plus nobles, c'est-à-dire plus géostratégiques, je trouve quand même que toute son œuvre, je n'ai pas tout lu, mais toute son œuvre, il émane de son œuvre une réflexion profonde sur ce qu'est la France, sur sa puissance, à travers les matières qu'il traite. C'est en vous entendant parler... Dans le monde militaire en particulier. Oui, mais parce qu'il avait ce souci prioritaire. Ouais. Mais sûrement au-delà. Et c'est en vous entendant parler que j'ai pensé à lui. Quand vous disiez, il y en a 2 ou 3, et je me suis dit, tiens, lui. Enfin, pardon. Mais vous avez sûrement raison. Non, mais je le crois. Le seul problème, c'est que je comprends que sa priorité était de faire renaître une identité militaire dans la France de l'après-guerre d'Algérie, qui en avait bien besoin, parce que c'était compliqué la suite des événements après le putsch d'Alger et tous ces faits-là. Mais ça a été sa priorité absolue. Et finalement, ce qui est dommage avec Couto-Bégary, c'est qu'il n'ait pas eu plus de temps pour s'ouvrir, un peu comme une fleur, sur d'autres aspects où je pense qu'un dialogue était tout à fait possible, parce qu'il avait réussi finalement la première étape, en créant une pensée théorique, notamment, comme vous dites, à travers ses écrits, mais il en fallait d'autres. Et il n'a pas eu le temps, hélas, d'aller vers ces autres étapes. Et il était même tellement préoccupé de la première, parce que j'ai mis moi du temps à le comprendre, mais on me l'a expliqué, parce que je le connais, je l'ai croisé quelques fois, cet homme, et sans plus, c'est que dans son traité sur la stratégie, donc son fameux traité sur la stratégie, chez Economica, les premières lignes, c'est « il n'y a que de stratégie dans la guerre ». Et ça, alors je peux comprendre qu'ils le disent, parce qu'il fallait qu'il assène cette phrase-là pour faire renaître l'identité militaire française. Seulement, moi, on m'avait pas tout à fait expliqué ça comme ça, parce qu'il le disait pas non plus. Et après, j'ai compris. Parce qu'au début, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, je suis prêt à lui expliquer qu'il y a des stratégies d'accroissement de puissance hors du cadre militaire qui passent par le domaine économique et qui sont de plus en plus subtiles. Et qui fonctionnent, bien entendu. Là, on n'est pas dans certains écrits. Là, je suis pas du tout sur la même pente que mon ami Philippe Baumard qui dit le vide stratégique parce que avec son copain Starbucks aux États-Unis, il dit la stratégie n'existe pas. Ben si, désolé, la stratégie existe et on peut largement en démontrer le contenu dans bien des exemples, et pas que des exemples géopolitiques ni militaires, mais en particulier économiques. Mais bon, c'est bien qu'il y ait un peu de temps en temps de la polémique. Et toujours est-il que là, on a un vrai souci, c'est que effectivement des hommes comme Couto-Bégary sont restés enfermés dans un certain milieu
qu'on n'a pas eu le temps du dialogue, ce que je regrette, c'est bien dommage. Et bon, il y a effectivement des individus intéressants. Je pense que Védrine essaie à sa manière d'emprunter, à sa manière, Oui, j'y bien. Vrai, mais il le fait une certaine voix. Une certaine voix. Qui reste très française. Voilà. On peut la contester, mais il y a quelque chose. Exactement. Il y a des ressorts, des vibrations. Et d'ailleurs, il suffit d'échanger, comme vous l'avez certainement fait avec Védrine, puisque vous citiez Bainville. Védrine est un bainvillien de stricte observance. Ah, mais complètement. Voilà. Donc il y a quand même ces petites pépites, mais malheureusement, elles sont éparpillées. Elles ne représentent pas, hélas, une école de pensée. Je suis pas un fanatique des écoles de pensée, mais je pense que parfois c'est pas mal qu'il y ait des convergences et qu'on puisse les évaluer. Et aujourd'hui, si on voulait un peu plus avancer sur ce terrain-là, il faut qu'on commence à recoller des morceaux du vase, quoi, pour essayer de comprendre en tout cas. Alors, d'un côté, il y a ces élites politiques et administratives qui font ce qu'elles savent faire, finalement. Ce qui n'est pas adapté sans doute à la réalité d'aujourd'hui, clairement, mais elles font ce qu'elles savent faire. Et d'un côté, il y a ces élites économiques dont nous, on peut... Alors, quand je dis nous, c'est non seulement moi, mais tous ces camarades qui animent Méridien Zéro, puis au-delà, un certain nombre de gens. On peut avoir quand même un regard très critique et très sceptique sur l'engagement de ces gens-là, dans une perspective de puissance nationale, dans la mesure où je pense à toutes ces élites qui dirigent des firmes multinationales ou firmes ou transnationales, parce que ces gens-là démontrent quand même au quotidien, aussi bien par le passé qu'aujourd'hui, que le cadre national ou la notion de puissance nationale, en apparence, en tout cas, les attire ou les intéresse assez peu. Alors, il y a une explication quand même historique sur ce sujet-là. N'oublions pas comment est née l'industrie française. Il y a quand même eu au départ tout cet aspect du rôle des manufactures royales, puis ensuite de leur continuité sous la République, etc. Et jusqu'à ce fameux traité de libre-échange avec la Grande-Bretagne voulu par Napoléon III, il y avait quand même en France un certain nombre d'acteurs économiques qui se voyaient ou qui voyaient leur avenir à travers la France. Tout ça a été cassé de manière assez dure par une certaine tendance affairiste qui d'ailleurs a très bien joué la partie en mettant en avant la modernisation du pays, la création des lignes de chemin de fer, etc. etc. Enfin, c'est du véritable vol, c'est de la spoliation. Mais tout à fait. Ce sont des financiers qui ont volé les énergies et les industriels français. Mais là où c'est redoutable, c'est qu'ils ont été très habiles. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce c'est même pas de la dissimulation, c'est-à-dire une éducation. Voilà, ils ont su réussir cette spoliation avec une habileté redoutable. Et appuyé sur le pouvoir. Ah mais bien sûr, l'histoire, alors là c'est l'histoire du Second Empire qui est terrible, parce que quand il y a des périodes où on perd les repères, celle-là elle est, je crois, absolument phénoménale. Parce que Charles X à la guerre 14. Voilà, de la chute de Charles X à la guerre 14. C'est la période la plus dure de l'histoire. Très peu connue, à peine enseignée à Sciences Po, cette école de secrétariat que je déteste. C'est pas un hasard, parce que c'est là que se nouent beaucoup de problèmes. Et c'est vrai que quand on rentre dans cette période et qu'on voit les alliances étranges, la manière dont on malaxe la pâte, que ce soit la pâte humaine, c'est-à-dire en l'occurrence ceux qui travaillent dans des conditions qui sont loin d'être idéales, on est dans quelque chose de très particulier, et là on perd des repères, on perd des repères élémentaires sur ce que fut peut-être pendant un certain nombre de siècles la construction économique patiente d'une économie française. On perd le repère de
du devenir, c'est-à-dire le mot industriel et le mot financier s'enrobent de l'enveloppe du progrès pour expliquer leur légitimité auprès, entre guillemets, des masses, si je reprends une terminologie un peu... La question sociale elle-même est noyée dans des explications binaires importées du monde anglo-saxon, là encore, puisque le marxisme n'a rien à voir avec la réalité française. En revanche, on va imposer ces financiers, ces spoliateurs qui vont imposer des méthodes dans les usines en France qui n'avaient rien à voir avec la tradition française. Et c'est pour ça que le marxisme va prendre en France. Mais souvenons-nous que tout le combat des ultras brocardés à Sciences Po, toujours aujourd'hui, on se moque des ultra-légitimistes. Eh bien, tout le combat des légitimistes, vous regardez aujourd'hui, il y a encore les archives, ils n'ont pas encore brûlé les archives de l'Assemblée nationale ni du Sénat. Eh bien, toutes les lois sociales, c'est l'ultramontanisme catholique et monarchiste qui se bat pied à pied pour la reconstitution de syndicats, pour les mutuelles, pour les retraites, pour l'interdiction du travail des enfants, l'interdiction du travail de nuit, etc. Tout ça, ça vient de là. Et la gauche, elle, n'a... Alors, je ne vais pas résumer la gauche, mais en tout cas, la gauche est minoritaire dans ce combat à cette époque. Oui, puis d'ailleurs, c'est compliqué parce que en plus, c'est vrai que ces courants politiques, quand on regarde républicains, bonapartistes, très tout, il y a aussi des nuances, des nuances et puis des alimentations réciproques. Les choses sont pas forcément non plus très tranchées. Non, et puis il y a une gauche radicale qui est très, très sociale et très sympathique, mais qui est ultra minoritaire dans le courant du 19e siècle et qui d'ailleurs se prend des coups. Oui. Ils se font tirer dessus. Ils se font tirer dessus, ils se font surtout déporter assez massivement. Parce qu'une des règles assez efficaces d'ailleurs de chamboulement de la vie politique intérieure, c'était d'envoyer les gens en Guyane, en Algérie. Ouais, et de ce point de vue-là, il faudrait, moi qui viens d'un univers alors que très éloigné de celui politique et je dirais mental, parce que ça structure aussi, même si il faudrait vraiment revisiter, en tout cas, moi je lis l'histoire de la commune, à mon âge, j'ai 50 ans, de manière complètement différente de celle que j'ai apprise. Étant breton,